On commence avec un tournoi ayant regroupé plus de 215 joueurs. À la 4ème place, nous avons une liste taux en détachement Retaliation Cadre. Dans les personnages, on commence avec le commandeur Farsight en tant que seigneur de guerre, 2 commandeurs Colstar. Alors, le premier aura un cyclic ion, 3 plasma rifles, 2 shield drone. Le deuxième, lui, sera équipé aussi d'un cyclic ion, de 3 plasma rifles, mais de 2 gun drones. Et il aura l'optimisation prototype weapon system. On rajoute un commandeur enforcer qui sera équipé de 4 missiles pod et 2 shield drone. En optimisation, ce sera le Starflare Ignition System. On rajoute Dark Strider, dans les unités de ligne 2 unités de Deep Breacher, en transport dédié 2 Devilfish, et pour le reste on aura 3 unités de 3 Crisis Fire Knife, 2 unités de 3 Crisis Starsize et une seule unité de 3 Crisis Sunforge. Pour finir avec une unité de 10 cibleurs, 3 unités de 3 Steels et 2 unités de 5 Vespines. Cette construction adopte une approche Gundam en misant sur l'agressivité des équipes Fire Knife et Starsize pour aligner un grand nombre de Crisis sur le champ de bataille. Cette configuration maximise la flexibilité en combinant différentes escouades, permettant ainsi de les utiliser en fonction des besoins du moment. La capacité de réduction des stratagèmes de Farsight est un atout important pour le Retaliation Cadre, offrant la possibilité d'utiliser efficacement Torch Star Gambit sans sacrifier d'unité, ce qui maintient une pression constante sur l'adversaire. On remarque également une augmentation de l'utilisation des plasmas, probablement en réponse à leur efficacité contre des unités comme les Chevaliers Deathwing qui résistent mieux aux missiles infligeant 2 dégâts, ainsi qu'à leur capacité à éliminer les unités de Blood Angel. La possibilité de déposer une unité de plasma à 3 pouces pour anéantir une cible à bout portant avec le Shortened Blade est particulièrement violente, surtout lorsqu'elle est combinée à un commandeur équipé du prototype Weapon System. Enfin, la liste bénéficie d'un excellent soutien pour valider le secondaire, faire écran et le contrôle des objectifs primaires grâce au Breacher Fish, comprendre l'unité de Breacher dans un Devilfish, l'unité de Steels, 2 cibleurs et 2 Vespid. Même si l'ennemi parvient à se libérer de la pression exercée par les Crisis, il se retrouvera probablement trop en retard pour empêcher le bien suprême de remporter la victoire. Alors bravo pour avoir démontré que les Crisis peuvent toujours s'imposer avec style sur le champ de bataille. En 3ème position, nous aurons une liste Adeptas Sororitas dans le détachement Army of Faith. Dans les personnages, on commence avec la chanoinesse en Jump Pack, une Dialogus, 2 hospitalières, Morvenval en tant que seigneur de guerre, la Palatine et son optimisation Blade of Saint-Elinor, ainsi que le Triomphe de Sainte-Catherine. Du côté des unités de ligne, on va avoir une unité de 10 sœurs de bataille, et pour le reste, une unité de 3 arcoflagellants, 3 unités d'un castigator. Alors attention, petite précision, on a un castigator en battle canon et les 2 autres en autocanon. On rajoute à cela 2 unités de 10 sacro-saintes, une unité de parangon warsuit, 2 unités de 5 séraphines en lance-flammes et une unité de 5 zéphyrim. En 3ème place, nous découvrons une liste de sœurs de bataille centrée sur l'armée de la foi. Cette stratégie repose toujours sur l'utilisation de 3 castigators dans les parties UKTC, mais elle se distingue en ajoutant des escouades de sacre-sainte accompagnées d'hospitalières plutôt que les 2 minions habituels. Ces unités sont particulièrement efficaces dans les ruines du style UKTC où elles peuvent se positionner avant de lancer leur attaque. Grâce à l'armée de la foi, elles bénéficient de stratagèmes comme Faith and Fury et Divine Guidance, qui augmentent considérablement leur capacité de dégâts, permettant ainsi de repousser les ennemis et de protéger les castigators. Cette pression sur l'adversaire offre le temps nécessaire pour accumuler des points, en utilisant des unités équipées de réacteurs dorsaux qui peuvent se déployer et frapper rapidement via Angelic Descent. Dans un environnement compétitif dominé par les Thousand Suns, la possibilité de déployer Shield of Faith comme un bouclier défensif de zone ou pour protéger l'unité de parangon de Morvenval devient un atout très intéressant. De plus, les dés de miracle accumulés permettent de cibler et d'éliminer des personnages adverses grâce à la Blade Palatine, ce qui peut faire pencher la balance en votre faveur contre des armées comme par exemple les Black Templars. C'est encourageant de voir une liste qui n'est pas basée sur les porteuses de flammes atteindre le podium. Alors félicitations pour cette stratégie bien exécutée. À la 2ème place, ce sera une liste tyrannide dans le détachement Crusher Stampede. Dans les personnages, on commence avec le maître des essaims en tant que seigneur de guerre. Du côté unité de ligne, ce sera une unité de 10 gargouilles et 2 unités de 10 Ormagont. Pour ce qui est du reste, on aura un Biovore, 2 Exocrines, 2 Lictors, 2 Malceptors, un Pyrovore, un Trigon et on finit avec 3 Tyrannofex. C'est formidable de voir le retour en force du Crusher Stampede
Torpède, qui est une armée tirée de la 9ème édition et conçue pour être absolument écrasante. Affronter autant de monstres robustes est toujours un défi, mais ici, c'est un véritable cauchemar pour l'adversaire. Ce type de liste se compose d'une multitude de créatures à la fois efficaces et résistantes, capables de détruire l'ennemi tout en subissant peu de dégâts. En utilisant la capacité Corrosive Viscera, vous pourrez faire exploser vos propres monstres pour infliger des blessures supplémentaires à l'adversaire, tout en activant des bonus pour les autres unités. Un des aspects stratégiques majeurs de cette liste est l'utilisation du Maître des Essaims, qui a pour rôle de neutraliser les stratagèmes ennemis, élément souvent crucial pour que les armées adverses puissent rivaliser avec une telle force. Sur les terrains de type UKTC, cette stratégie prend encore plus de valeur grâce à la capacité Entramelted Ferocity, qui permet à vos monstres de traverser les murs. Cela vous permet de positionner le Maître des Essaims près du centre du champ de bataille, prêt à bondir au moment décisif pour déclencher une offensive dévastatrice. Le trio de Tyrannofex, avec l'accès au Swarm Guided Salvos, offre également une solution extrêmement efficace pour contrer les armées basées sur une grande quantité de véhicules. En résumé, c'est une liste aussi cool que mortelle qui a clairement montré son efficacité. Alors mes félicitations pour cette performance. À la première place, ce sera une liste encore Adepta Sororitas, mais cette fois-ci dans le détachement bien connu des Porteuses de Flammes. Dans les personnages, on commence avec deux chanoinesses. La première aura l'optimisation Iron Supplice of Sainte Istalella. La seconde aura l'optimisation Manual of Sainte Griselda. On rajoute à cela en tant que seigneur de guerre le triomphe de Sainte Catherine, et du côté des transports dédiés, 3 Immolators. Pour le reste, ce sera 3 Castigators, là aussi attention, comme tout à l'heure, nous avons un Battle Cannon et 2 autocanons. Ensuite, 3 unités de 10 Dominions, à chaque fois avec les 4 fuseurs, une escouade de 3 Parangons Warsuit, une grosse escouade de 10 Séraphines, ainsi que 2 plus petites de 5, pour un total de 3 unités. La liste suit en grande partie les éléments classiques des Porteuses de Flammes, mais avec une différence notable, en choisissant de remplacer Morvenval par un véhicule supplémentaire, tout en conservant les Parangons Warsuit pour leur rôle de contre-charge et de maintien de position. Cette décision repose sur plusieurs raisons. D'une part, les Castigators sont particulièrement efficaces sur les terrains de type UKTC, ce qui justifie d'en aligner 3. D'autre part, réduire le nombre de personnages dans une armée avec autant de blindés diminue sa vulnérabilité face aux missions ciblant les personnages. Enfin, la liste peut tirer pleinement parti des Warsuits sans Morvenval, car ces unités sont excellentes pour absorber les dégâts et dissuader les ennemis de s'approcher. Surtout avec le Manual of Sainte Griselda, pour maintenir un flux constant de dés de miracle de haute valeur. En écartant Morvenval, le joueur a également diversifié ses menaces, ce qui lui a permis de maintenir une profondeur tactique malgré l'augmentation du coût et de la puissance des unités dans le codex Sororitas. C'était un choix audacieux, mais qui s'est révélé efficace dans ce contexte. Alors bravo pour avoir remporté cet événement. On continue avec le top 2 d'un tournoi ayant regroupé plus de 55 joueurs. À la seconde place, nous aurons une liste Astra Militarum. Dans les personnages, on commence avec Ursula Creed. Ensuite, 2 unités de 5 Militarum Tempestus Command, un tank commandeur avec l'optimisation Grand Stratégiste. Dans les unités de ligne, on aura une grosse unité de 20 d'Escorp of Krieg, une unité de 10 Infanterie, 3 unités de Tempestus Sion. Alors attention, on a une unité de 5 et 2 de 10. Une unité de 5 Attilan Rough Rider, avec toujours mon superbe accent anglais. 2 unités de Hellhound, 3 de Lehman Russ Battle Tank et 2 Lehman Russ Exterminator. L'Astra Militarum continue de s'adapter et de s'améliorer dans l'ère Paria, après des performances remarquées lors du WTC. Cette liste met l'accent sur l'utilisation des Lehman Russ et des Tempestus Sion pour contrôler à la fois les lignes de tir et les zones du champ de bataille difficiles d'accès. Les Sion, avec leur capacité de frappe en profondeur, sont des choix parfaits pour des manœuvres de renfort, ce qui demande aux joueurs de l'Astra Militarum de planifier avec soin leur déploiement. Les Hellhound, en plus de contrôler efficacement les couloirs de tir, sont étonnamment résistants grâce à leur sauvegarde de plus, les rendant difficiles à éliminer. Alors, bravo pour ce résultat. À la première place, nous aurons une liste Chevalier Gris. Pour les personnages, on aura 2 Librarians de la confrérie, dont l'un aura l'optimisation Saut d'exigence. Bien entendu, le tueur de démons Kaldor Draigo. Pour ce qui est des unités de ligne, on aura 2 unités de Terminator. Alors attention, on a une grosse unité de 10, sans doute pour accompagner Kaldor, une plus petite de 5 pour un des Librarians, et le dernier Librarian sera en solo. On rajoute à cela 3 unités de 5 strike et 3 cuirassés Nemesis.
Cette liste Chevalier Gris adopte une approche mixte mettant fortement l'accent sur les Terminators soutenus par Draigo et un Librarian, tout en incluant quelques cuirassiers Nemesis pour compléter l'ensemble. Cette composition se distingue par sa robustesse, notamment contre les Sazon Sons grâce à sa capacité à résister aux blessures mortelles et à l'efficacité légendaire de Draigo contre les primarques démons. Car il ne faut pas oublier qu'en phase de combat, vous pouvez avoir les blessures dévastatrices, et puisqu'il est anti-démon 2+, ça fait des chocs à pic de démons. Alors, félicitations pour cette victoire bien méritée. Nous passons dans les listes en vrac. J'ai décidé de vous montrer 2 listes qui se sont affrontées sur un tournoi ayant regroupé plus de 25 joueurs. L'Astra Militarum contre l'Empire Tau. Commençons par la liste Astra Militarum. Dans les personnages, on commence avec une unité de 5 Cadiens de commandement, avec l'optimisation grande stratégiste. Bien entendu, en seigneur de guerre, le Lord Solaire Leontus. Dans les unités de ligne, on commence avec 2 unités de 10 chocs de troupes cadiennes, 3 unités de 10 combattants des jungles de Katashan. Pour ce qui est du reste, on a une grosse unité de 6 taureaux green, une unité de 3 armes lourdes, entièrement équipées de mortiers, 2 Eland, avec bien sûr le canon Inferno, 2 Lehman-Russ Battle Tank, 2 Rogaldorn Battle Tank, 2 sentinelles de reconnaissance et 2 unités de 5 Tempestutions. Passons à la liste Tau. Enfin, devrais-je dire, une liste en Croûte Hunting Pack, ma gueule. Oui! Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'affectionne ce détachement. Il a eu un bon pourcentage de victoires, mais n'a jamais su se hisser dans un top 4, malheureusement. J'avais perdu espoir suite au nerf des stratagèmes permettant de ramener une unité entièrement détruite en réserve, ne pouvant désormais être utilisée qu'une seule fois par bataille. Mais je suis ravi de vous la présenter. Bon, ok, certains vont ronchonner car la liste n'est pas 100% croûte. Mais franchement, vous allez vraiment faire la fine bouche, bande de malotrus. Et oui, j'ai choisi ce tournoi à cause de cette liste. Alors, regardons celle-ci. Dans les personnages, on commence avec un éthéré en tant que seigneur de guerre, 2 croûtes Flesh Shaper, 2 croûtes Lone Spear, dont l'un aura l'optimisation Croûte Flock, 2 croûtes Trail Shaper, dont l'un aura l'optimisation Nomadic Hunter, 2 croûtes War Shaper, dont l'un aura l'optimisation Route Carved Weapon. Dans les unités de ligne, on va avoir 4 unités de 20 croûtes carnivores et une petite escouade de 10 strikes. Dans le reste de l'armée, on commence avec 2 Hammerhead, une unité de 10 croûtes Farstalker, la kill team des croûtes, une unité de 5 chiens croûtes, une unité de 3 Croûtox Rampager, une unité de 3 Croûtox Riders, et enfin une unité de 3 Stealths. Passons au débrief de la confrontation. Les croûtes ont été relativement discrets depuis les premières expérimentations qui ont suivi la sortie du Codex Tau, mais ils reviennent en force toujours aussi nombreux et agressifs. Cette liste repose sur une stratégie classique de Horde, exploitant la mobilité, le nombre et la durabilité relative des unités. Une sauvegarde invulnérable de 5+, combinée à une capacité d'insensibilité à la douleur de 5+, sur une grande unité n'est pas non plus négligeable, pour bloquer l'adversaire et marquer massivement sur les objectifs primaires. Le détachement leur confère des améliorations de létalité supplémentaires, en plus de leur durabilité. Une excellente capacité de couverture grâce au Croûtoc Lone Spear et une menace de dégâts supplémentaires via les stratagèmes. De plus, étant tôt, ils peuvent aligner des Hammerhead, des chars parfaits pour mettre la pression sur l'ennemi, car leur simple présence oblige ce dernier à être plus prudent. Cependant, ils affrontent ici une armée de l'Astra Militarum extrêmement meurtrière et bien équipée pour affronter les croûtes. Les Katachans offrent l'écran de protection idéal, tandis que les chars Rogaldorn et Lehman-Russ fournissent un mélange de cadence de tir et de puissance de feu adaptée, avec en prime la capacité du Dorn à résister au Hammerhead grâce à sa prévention des dégâts une fois par partie. Les croûtes peuvent certainement adopter une stratégie de swarm ici, mais ils devront engager le combat en masse rapidement. Ce scénario semble être crucial pour que les deux camps prennent l'initiative du premier tour afin de sécuriser des positions clés. Cependant, les croûtes disposent de meilleures options pour sacrifier quelques ressources et verrouiller cette initiative. Par exemple, utiliser les unités Stealth et les Farstriders pour contenir les mouvements d'éclaireurs des Katachans pourrait garantir que les croûtes prennent l'avantage sur le contrôle du terrain. La mission semble également favoriser les croûtes, grâce à leur capacité d'agents solitaires et leur accès à Hidden Hunters qui peuvent être exploités pour forcer des points supplémentaires sur les objectifs primaires. L'objectif Bainer pourrait se jouer à égalité si l'Astra Militarum commence, les deux camps étant susceptibles de hisser les bannières dans tout le No Man's Land. Cependant, si les croûtes prennent l'initiative, ils accumuleront ces points sans difficulté. En résumé, bien que l'Astra Militarum ait une chance de l'emporter si elle obtient le premier tour, les croûtes disposent d'un plan
quel que soit au final le déroulement de l'initiative, qu'il soit premier joueur ou second joueur. Et cette polyvalence leur donne l'avantage, ce qui leur a permis de remporter une victoire confortable de 99 à 56. Passons au débrief de la liste croûte. Pour bien déstabiliser vos adversaires, il suffit parfois de maîtriser un ensemble de stratégies complexes qui les laissent désorientés, tout en s'assurant de dominer les objectifs primaires, pendant qu'ils tentent de suivre le fil. Le joueur a parfaitement exécuté cette approche, accumulant de grandes victoires grâce à une combinaison efficace de scoring proactif et l'annulation du primaire adverse. Cette stratégie a permis à son armée de croûte de s'imposer en tant que champion incontesté. Alors, toutes mes félicitations pour cette performance impressionnante. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne, et je remercie tous ceux qui le font. Si vous voulez avoir les épisodes en avance et sans publicité, vous retrouverez en description le lien directement vers ma page Tipeee, ainsi que d'autres contreparties. De plus, vous aurez un lien d'affiliation du partenaire de la chaîne, My Hobby Place, si vous souhaitez passer commande. Allez, sur ce, je vous souhaite un excellent wargame.